C'est parti, bienvenue. Je pense que c'est la session 7, si je ne dis pas de bêtises, des Dimanches du Cloud. Je suis absolument ravi de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir au Dimanche du Cloud et ça fait très plaisir. Et il y a eu beaucoup d'inscrits pour cette session. On a un super speaker, je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, mettez votre pays dans le chat. Ça fait toujours plaisir de voir d'où vous venez. Donc, on a beaucoup de gens de partout dans le monde, en fait. Hein. Pas qu'en Afrique, déjà de partout en Afrique, mais également de partout dans le monde. Donc, je vois beaucoup de Guinéens. Donc, ça c'est vraiment cool. Beaucoup de Guinéens, ça fait plaisir. Je vois des Sénégalais, des Angolais, des Marocains. Et ça fait très plaisir. Merci à vous d'être là, encore une fois, pour cette session des Dimanches du Cloud. Et on rappelle sur la logistique, hein, cette session est enregistrée parce qu'on met tous les replays sur la chaîne YouTube et je pourrais vous partager le lien. Comme ça, vous allez pouvoir voir les autres replays des sessions que vous avez ratées si vous ne nous suivez pas depuis le début. Tous les participants sont sur silencieux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes beaucoup, généralement. Donc, voilà, on va vous demander de vous mettre sur silencieux et surtout de poser le maximum de questions dans le chat. Et Mohamedou va regarder, et moi aussi, je vais regarder les questions. On va répondre aux questions. Donc, allez-y, commentez, mettez le maximum de questions dans le chat. Et cette session est enregistrée. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube lecloudfacile.com et je vais également vous partager le lien vers la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on a très souvent des belles vidéos comme pour la session qu'on va voir ce soir et je pense que ça va vous intéresser. Quelques updates avant de démarrer. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous savez qu'on partage d'abord quelques updates sur la communauté, sur le Cloud Facile. Je pense que vous ne l'avez pas raté. Donc, si vous l'avez raté, il y a la journée du cloud. C'est le 29 juin. C'est la plus grande web conférence dédiée au cloud. C'est écrit de l'Afrique de l'Ouest, mais on va dire de l'Afrique. C'est gratuit, 100% gratuit. Pendant toute une journée, vous allez avoir une trentaine de sessions et les meilleurs speakers tech des plus grandes boîtes de l'Afrique et de la diaspora. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est le 29 juin, c'est toute la journée. Et on va vous partager le lien si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, c'est très important d'être là et de fêter, pas que le cloud d'ailleurs, la technologie. Et ce qui est assez intéressant cette année, hein, c'est qu'on va même avoir des hubs physiques dans certaines capitales d'Afrique. Donc, voilà, une belle journée en perspective avec des super speakers. Et je pense que Mohamedou, il sera. Oui, absolument. J'ai hâte. Voilà, tout ça sera la deuxième session cette année. Ah bah super. Voilà. Donc, teasing. On va vous partager le lien. Inscrivez-vous et faites passer autour de vous. On va avoir le maximum de participants de toute l'Afrique. Et deuxième update, hein, on l'avait déjà partagé. On a une communauté WhatsApp. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà dans la communauté. Si vous n'y êtes pas, je vais vous partager le lien. Ça vous permet d'être updaté sur nos actualités. Ça vous permet de discuter avec d'autres passionnés de cloud, en fait. Hein, et on a plein de nationalités dans cette communauté WhatsApp. Donc, je vais vous partager le lien. Sinon, vous avez le QR code aussi si vous voulez rejoindre cette communauté WhatsApp. Mon seul petit conseil, c'est qu'il y a plein de groupes. Donc, choisissez les groupes où vous souhaitez aller. Est-ce que c'est DevOps, Kubernetes ou les Dimanches du Cloud, par exemple. Et si vous choisissez d'être dans tous les groupes, mettez le silencieux parce que parfois, il peut y avoir des discussions très passionnées autour du cloud et des nouvelles technologies. Alors, les Dimanches du Cloud, c'est quoi? C'est une série de workshops et de webinaires qu'on a commencé depuis décembre, et on reçoit des speakers tech d'exception qui partagent à la fois leur expérience sur des sujets cloud, mais également leur parcours. Et je suis absolument ravi de recevoir aujourd'hui Mohamedou Yacoubou, qui est Principal Solution Architect chez AWS. C'est bien ça, Mohamedou, je ne me suis pas trompé. Tout à fait. Tout à fait. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, comme d'habitude. C'est un plaisir partagé, d'autant plus que là, aujourd'hui, on va parler de Generative AI pour les développeurs sur AWS. Et c'est vraiment le sujet du moment. Hein. Pour le coup, si vous avez raté ça, c'est que vous n'êtes pas sur la même planète. Et moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que Mohamedou va nous montrer. Et j'ai vu sa démo. Ça envoie du lourd. Mais avant de lui passer la main, j'ai 3 questions pour toi, Mohamedou. Yes. Pour casser la glace. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ça dépendra de tes questions. C'est des questions très simples, c'est vraiment pour en savoir un peu plus sur toi.
Et la première question, et j'ai vu que tu étais en train de boire peut-être un café, mais si tu devais prendre un café avec une personnalité, n'importe laquelle, quelle serait cette personnalité? C'est une intéressante question. Tu sais, j'adore la technologie, même dans mon profil LinkedIn, je reste quelqu'un d'assez optimiste d'un point de vue technologique. Donc, la personne qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est bien évidemment Elon Musk, en fait. Je pense à plusieurs égards d'ailleurs, hein. Les problèmes qu'il est en train de résoudre aujourd'hui sont très fondamentaux pour les nations et aussi, je pense aussi pour l'Afrique, puisque quand on essaie de voir toute la landscape de ce qu'il fait, que ce soit du Solar City, des véhicules électriques, la connexion Internet par satellite, et même la Boring Company qui crée des tunnels pour désengorger un peu les villes qui sont très saturées. Je pense que 100% de ces solutions à ces challenges-là peuvent s'appliquer à l'Afrique et nous permettre en fait de continuer à progresser et de décoller, d'accélérer encore beaucoup plus rapidement en fait. Donc sans hésitation, c'est Elon Musk. Elon Musk. Ok, c'est la première fois qu'on a Elon Musk et c'est quelqu'un qui innove. Et je pense que absolument. Absolument. J'aimerais bien savoir comment il fait. Parce que c'est pas, tu vois, il s'agit pas de développer une application, bien que je dis pas que développer est simple, hein, mais c'est des problèmes très, très, très fondamentaux, en fait. Absolument. J'aimerais bien savoir comment il fait. Absolument. Ouais, j'espère que tu auras la chance de prendre un café avec lui. Du coup. En attendant, c'est quoi ton super pouvoir, Mohamed? C'est compliqué, mais je dirais, j'ai commencé à en parler, hein, je dirais l'optimisme et la résilience, en fait. Euh, j'ai fait beaucoup d'endroits assez, je dirais pas forcément complexes, mais différents, d'entreprises différentes, de niveaux de formation, de personnes différentes. Donc, le fait d'être résilient et rester toujours optimiste nous permet de penser à des choses de façon beaucoup plus positive, en fait. Et de voir comment à chaque fois, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut travailler avec les gens qui y sont pour apporter en fait de la valeur soit aux endroits où on est, soit à notre première patrie, évidemment, l'Afrique. Donc, optimisme et résilience. C'est peut-être deux, hein? Oui, c'est très bien. Et il faut qui confirme, et moi aussi je confirme pour avoir travaillé avec toi pendant plusieurs années. Oui. On avait travaillé avec Fouki chez AXA lors de la bascule dans le cloud AWS et ce n'était pas une période facile parce que les gens avaient leur approche on-prem et surtout ils utilisaient déjà un cloud provider qui existait. Donc à chaque fois c'était une bataille, une nouvelle bataille. Donc voilà, il faut rester résilient. Absolument, absolument. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Super. Un projet IT ou pas d'ailleurs? Ce n'est pas un projet IT, bien que j'ai des projets IT, mais quand je faisais partie d'une association ce qu'on appelle l'association de développement du Cameroun septentrional, il y a quelques années, et je faisais partie en fait du bureau, donc on avait décidé à ce moment-là d'aller de retourner au Cameroun, dans le nord du Cameroun, et d'aider en fait les jeunes qui sortent du lycée avec leur orientation en fait post-lycée, parce que c'est là que tout commence en fait. Donc on est allé dans les lycées au Cameroun, on en a fait pas mal sur 3 années, hein. On a fait des présentations, des conseils sur l'orientation post-bac. On a un peu on a investi en fait de l'argent pour aider les gens à se former et à être prêts pour le bac qui se déroule généralement en fin d'année. On a reçu beaucoup de choses positives en fait des proviseurs qui nous ont demandé de refaire encore les années suivantes. Donc on a refait pendant 3 ou 4 ans. Donc malheureusement on s'est arrêté, même si aujourd'hui ce n'est pas formel. Tu sais, tu as été chez Amazon et on aime parler de mécanisme. Aujourd'hui, même s'il n'existe pas un mécanisme formel pour faire cette chose de façon intentionnelle,
mais je vois beaucoup d'anciennes personnes qui étaient dans ce bureau qui continuent à faire ce genre de choses. Et ça, c'est super positif, quoi. Les jeunes en ont vraiment besoin, en fait. Awesome. C'est très inspirant et Ça, puis c'est génial. c'est impact en fait. Donc bravo à toi pour ça. Voilà, Fauzi qui fait des commentaires, Kemoko qui fait des claps. Je pense qu'on peut faire plein de claps pour le coup. Donc, Il est temps de ressusciter le projet. Ça, c'est clair, Fauzi. absolument. Bah, Mohamedou, j'ai envie de te laisser la main maintenant pour que tu commences ta super présentation. Donc, merci pour cette introduction. OK. Et je vais donc présenter mon écran pour le coup. Est-ce que vous voyez mon écran d'ailleurs? Pas encore. Oui, On te voit, mais on ne voit pas encore ton écran. j'ai l'impression que oui. C'est bon, vous voyez là? Non. Attends, OK, je vais relancer. Parce que Google Meet me dit en fait que c'est déjà partagé. Alors, Voilà, là, ça devrait être bon. ouais. Et là, on voit ton super slide, donc je pense que tu peux démarrer. Super. Super, super. Hop, c'est reparti. Est-ce que vous voyez toujours ou pas? Non, et ça a changé d'écran. Là, on voit le Google Meet, du coup. OK, attends une seconde et je repasse. Voilà, ça devrait être bon. Ouais, là, c'est parfait. Désolé, même si c'est les aléas du direct, comme on aime dire, hein. Ah, peut-être que je vais mettre la fenêtre du Meet dans le deuxième écran pour que je puisse voir s'il y a des questions. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, hein, faites en sorte que la session soit interactive. Comme ça permettra à tout le monde de poser des questions et donc de contribuer, faire en sorte que l'heure à venir reste intéressante. Donc aujourd'hui, on va parler de la generative AI pour les développeurs. On va focus sur deux large language models. Donc les large language models, en fait, c'est des modèles d'IA génératifs qui sont capables de générer du texte, en fait. Donc on va se focuser sur Claude 3 et le modèle développé aussi par Amazon, qui est Amazon Q. Comme Amadou l'a dit, je suis Principal Solutions Architect. J'aurai bientôt 5 ans chez AWS. Donc, comme il est également de coutume, je vais rapidement présenter mon parcours. Je suis né et grandi à Garoua, au Cameroun, hein, où j'ai fait à peu près 26 ans. Donc, j'ai été, après mes études secondaires, j'ai rejoint l'École nationale supérieure polytechnique, où j'ai fait génie informatique. Donc, j'ai eu la chance, dès mon entrée, de comprendre ce que je voulais faire, qui est l'informatique, hein. Et donc je me souviens les premiers codes en Pascal, en C, C++, qui étaient super, super intéressants. Ça date de 2001, 2002. Hein. Donc, ça fait longtemps. Après Polytechnique, donc j'ai terminé en 2007. J'ai travaillé dans une entreprise au Cameroun qui s'appelle Koussevi Technology pour 3 ans. Donc j'ai pu comprendre en fait comment on passe de la théorie à la pratique parce qu'on du coup on discutait avec des clients, on délivrait des solutions informatiques aux clients et là ça change un peu la donne en fait. Après les 3 ans, j'ai décidé de venir en France en septembre 2010. Ça n'était pas une décision facile parce que partir et laisser toute la famille sur place n'était pas c'est pas une chose à prendre à la légère. Mais avec la passion, voilà, et aussi d'autres personnes qui étaient là, qui m'ont parlé un peu de ce qui se passait en France, donc m'ont poussé à prendre cette décision. Donc j'ai rejoint l'école centrale Paris où j'ai fait un master spécialisé en système d'information. En gros, c'est la transformation des systèmes d'information. Et le cloud débutait, était très, très, très disons, en early stage en ce moment-là. Mais on voyait déjà des transformations pour aller vers des choses comme les applications web, le multicanal, surtout dans plusieurs domaines de l'industrie, en particulier l'industrie de l'assurance et de la finance. Et c'est pour ça que j'ai rejoint AXA en 2011, où j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai eu la chance de faire plusieurs transformations, notamment les transformations d'applications de souscription
des assurances automobiles et assurance habitation, hein, pour les sortir un peu du mainframe qui existait à l'époque encore, hein, c'est en 2010 quand même, et puis mettre une interface jolie où des utilisateurs pourraient donc faire un parcours de bout en bout ou commencer un parcours de souscription sur Internet et les terminer en agence. Donc, ce qu'on appelle le multicanal en réalité. Et donc, ça, c'était des moments assez intenses, hein, parce que pendant plusieurs années, on passe de la conception au développement d'applications, l'alignement des différents stakeholders, parce que quand on est dans une grande entreprise, en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes. Donc, il faut les aligner, il faut délivrer en production, s'assurer que le run continue de tourner. Et donc là, on voit déjà, en fait, le cycle de vie du développement logiciel. On en parlera aussi tout à l'heure, hein. Après donc les 5 premières années, j'ai basculé vers ce qu'on appelait le domaine innovation et digital à l'époque, hein, où j'ai découvert de façon appliquée le cloud, l'IoT, le machine learning. J'ai même eu la possibilité de faire quelques projets de machine learning que j'aurais pu d'ailleurs citer comme une réussite, hein, mais j'ai préféré celle-là. C'est les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, donc, j'ai rejoint AWS après avoir travaillé quelques années sur AWS. Je me suis senti, en fait, pour moi, ça devenait évident. C'était le next step, en fait. Il fallait voir de l'intérieur comment les choses se passent. Donc, j'ai rejoint AWS en tant que Solutions Architect en 2019 et je m'occupais des clients dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, je suis Principal Solutions Architect et je dirige une équipe de Solutions Architect et nous travaillons en fait dans le domaine de l'automobile. Donc tous les fabricants de véhicules, on a l'habitude de les appeler les OEM, hein, qui utilisent aussi beaucoup de cloud ou qui sont en train de se transformer pour aller dans le cloud et être plus agiles et accélérer la production des véhicules tout en restant sécurisés, rentables. Donc voilà, c'est à peu près mon parcours. À la fin, vous aurez donc mon LinkedIn si vous voulez qu'on creuse un peu plus dans un domaine ou un autre. N'hésitez pas. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Amadou, si je rate des questions, n'hésite pas à me dire aussi. Oui, et pour le moment que des claps, mais tu peux continuer. On va te poser des questions aussi. Super. Donc, je vais vous parler de l'IA générative pour les développeurs. Je vais aller assez vite sur la partie présentation parce que je souhaiterais qu'on prenne du temps pour faire la démo, pour faire un peu de code, hein. Je suis un ancien développeur. Je suis peut-être pas aussi performant que vous actuellement, mais il y a encore quelques restes. Je commence par cette phrase de Andrej Karpathy, qui est directeur AI et autopilote chez Tesla, Autopilot Vision chez Tesla. Il dit en fait que le nouveau langage de programmation le plus cool, c'est l'anglais. Bon, après, vous pouvez enlever l'anglais, vous mettez le français, vous mettez l'espagnol. C'est une phrase intéressante et elle est profonde, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire on doit pouvoir, en fait, générer du code assez rapidement avec le langage avec lequel on est le plus à l'aise, hein. Bon, il se trouve que les langages de programmation ont une certaine ressemblance avec l'anglais. Et donc, les modèles d'IA générative aussi sont très à l'aise aussi en anglais, mais pas que. Donc, on doit pouvoir utiliser l'anglais, le français, pour accélérer la façon avec laquelle on développe les applications aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas connaître d'autres langages? Bon, ça, c'est une autre question. Je pense que non, il faut quand même connaître. Mais cette phrase est vraiment importante. Elle montre un peu la direction que le monde informatique est en train de prendre. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, chez AWS, on aime rappeler en fait que l'IA générative s'appuie sur trois stacks, trois layers, trois niveaux. Donc, le niveau le plus bas qui est en gros l'infrastructure, où on fournit donc toute l'infrastructure comme les GPU, les Trainium ou Inferentia à des entreprises qui veulent créer leur propre modèle d'IA générative, hein. Mais en fait, il y a des entreprises qui veulent utiliser des modèles qui existent. Donc, on a créé ce second layer
qui s'appuie principalement sur du Amazon Bedrock et qui permet l'accès en fait à plusieurs modèles d'IA générative qui seront adaptés selon votre besoin, que vous pourrez choisir, changer à votre guise. Les besoins peuvent être la performance, ça peut être la précision, ça peut être la latence, la toxicité. Vous choisissez en fait en fonction de votre domaine. Et enfin, le troisième layer, qui est le layer le plus disruptif, c'est le layer applicatif, en fait. C'est le fait d'intégrer l'IA générative dans les applications que vous développez, ou le fait d'utiliser, en fait, l'IA générative pour accélérer, pour être beaucoup plus productif, en fait. Donc, changer la façon avec laquelle vous faites des choses, changer avec la façon avec laquelle vous développez, vous écrivez des documents, vous traduisez des documents. Et donc, Amazon a développé un ensemble d'applications qu'on appelle Amazon Q. Il y a plusieurs versions, hein, Q for Business, for Developer, for QuickSight et Amazon Connect. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur Amazon Q for Developers. Donc, pour les autres parties, on ne va pas passer du temps là-dessus. Donc, Q for Developer aide en fait plusieurs types de personas. On a des personas de type développeur ou professionnel de l'IT, pour le coup. Et ces personnes, en fait, utilisent cette IA pour soit générer du code, soit poser des questions sur la sécurité, soit poser des questions sur, ils l'aident au diagnostic des applications qui sont déployées en production, poser des questions sur l'architecture applicative qu'ils veulent développer. Et donc, tout cet ensemble aujourd'hui permet, en fait, d'être supporté de façon rapide par ce qu'on appelle Amazon Q. Je parlais aussi de Claude 3 en introduction. Amazon Q, c'est un modèle d'IA générative, donc c'est un LLM, Large Language Model, tout comme Claude 3, qui est aussi un autre modèle, mais qui est aussi très bon en fait pour générer ce genre de tâches. Et Claude 3 est développé par l'entreprise qu'on appelle Anthropic. Donc, ils ont plusieurs modèles aujourd'hui. Claude 3 est aujourd'hui le modèle le plus avancé qui existe à l'heure où je vous parle. En fait. Vous savez que c'est un domaine qui bouge beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de développement avec l'IA générative? Des études ont démontré en fait que le développeur médian passe en fait moins d'1 heure par jour pour écrire du code. Quand j'ai écrit du code, c'est produire en réalité, donc c'est produire des choses nouvelles. 1 heure, quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, c'est pas possible. 1 heure, c'est beaucoup trop peu, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas trop vite? Est-ce que les développeurs ont aujourd'hui tous les outils nécessaires pour être le plus productif possible? Mais en réalité, la réponse est ailleurs. Mais en fait, lorsqu'on parle de développement, il n'y a pas que le fait de produire de nouveaux codes, en fait. Il y a aussi le fait d'exécuter ces applications en production, de maintenir ces applications, parce que les frameworks changent, hein, les frameworks évoluent. Aujourd'hui, on a une version beaucoup plus évoluée de Java, par exemple, ou de Node.js ou de Python. Et les applications qui ont été développées il y a 5 ans, 10 ans ne marchent plus de la même façon. Donc, certains développeurs prennent du temps pour les mettre à jour, prennent du temps pour maintenir les applications qui sont déployées en production. Et donc, 27% de leur temps sont passés à innover, à transformer, à créer de la valeur, à créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Et donc ça, c'est assez révélateur pour moi parce que la question est de savoir donc comment est-ce qu'on aide le développeur à être beaucoup plus productif. Et donc, lorsqu'on revient sur le process de développement logiciel, on commence par la planification. On se pose la question de savoir quelles sont les spécifications techniques, quelle est l'architecture, quels sont les requirements business. Est-ce qu'il existe déjà du code qu'on peut réutiliser, donc accélérer ce processus-là. Donc, une fois qu'on a planifié ce qu'on a envie de faire, on continue avec la création de ce logiciel en lui-même. Donc, il s'agit de générer du code et de manager l'infrastructure. Cette partie est importante parce que vous avez certainement entendu parler de You Build It, You Run It, qui est un peu le modèle des product teams ou chez Amazon des two pizza teams. C'est-à-dire quand vous développez votre application, vous êtes responsable de maintenir l'opération de ces applications-là en production aussi. Donc, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut connaître l'infrastructure, il faut pouvoir générer cette infrastructure et déployer cette infrastructure de la dev en pré-prod et en production aussi. Il y en a qui ont même du staging ou ce qu'on appelle la recette dans certaines entreprises.
Et donc, avant de déployer en production, il faut tester l'application. Il faut faire des tests unitaires, des tests de montée en charge, des tests de performance. Il faut s'assurer que le code est suffisamment sécure et qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Et une fois que c'est développé, bah, comme je disais tout à l'heure, il faut monitorer, il faut opérer l'application, ce qu'on appelle les day two operations. En fait. C'est-à-dire, une fois que c'est déployé, ce n'est pas fini. C'est peut-être là que ça commence, en fait, parce que vous verrez des problèmes, vous verrez des feedbacks utilisateurs que vous devez prendre en compte. En fait. Et ensuite, la maintenance, parce qu'au bout de 3 ou 4 ans, bah, il y a de nouveaux frameworks qui apparaissent, il y a de nouveaux langages, de nouvelles dépendances qui apparaissent. Donc, tout ce cycle-là fait que, en réalité, le développeur prend plus de temps à gérer le quotidien qu'à produire, qu'à innover ou à transformer. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider le développeur? Donc, c'est là on a un peu pensé à Amazon Q pour developers. Q permet en fait de transformer en fait tout le cycle de vie de développement, de l'imaginer d'une façon complètement différente. Ce qui permet d'aider en fait les développeurs sur tout ce cycle de développement, comme on va le voir tout à l'heure. Il vous aide à écrire du code, à débugger du code, à optimiser, à mettre à jour votre code beaucoup plus rapidement. Et Amazon Q est capable aussi de comprendre en fait les services AWS. Donc, il a été entraîné en fait sur les 17 années de la documentation d'AWS et de la connaissance d'AWS. Et donc, aujourd'hui, Amazon Q est capable de vous donner quelques conseils d'architecture. Par exemple, si vous voulez déployer une application web, vous pouvez demander à Amazon Q comment ça se passe sur AWS. Donc, comme je disais, sur la partie planification, vous pouvez avoir toutes les bonnes pratiques que Q a utilisées, qu'on a utilisées en fait pour entraîner Q. Et il peut même vous expliquer en fait ces types, des architectures ou du code. Il vous aide à développer le code beaucoup plus rapidement en général. Donc, je ne parle pas d'autocomplétion. Hein. L'autocomplétion, ça existe depuis quelques années, mais juste d'écrire un commentaire et laisser en fait Amazon Q vous générer en fait le contenu de la fonction que vous voulez développer. Et donc on le voit aussi pour la partie testing, pour la partie opération, ce qui vous permet en fait de faire du troubleshooting et de la partie modernisation et maintenance du code. Amazon Q est aujourd'hui disponible sur plusieurs environnements, donc dans la console AWS, dans votre IDE préféré. Moi, j'utilise VS Code, vous allez le voir tout à l'heure, dans la documentation, donc plusieurs en fait canaux où vous pouvez avoir accès à Amazon Q, donc votre conseiller. Et donc, par exemple, je vais lancer vous voyez dans cette petite vidéo. Donc, on pose la question à Amazon Q, comment est-ce qu'on peut développer une application web? On peut déployer une application web sur AWS et nous renvoie donc cette réponse avec quelques options. Donc, le fait d'utiliser des choses comme Amplify, les Lambda avec une API Gateway, l'utilisation de DynamoDB ou même d'Elastic Beanstalk. Hein. Oui, il y a certaines entreprises qui utilisent aussi. Ou bien évidemment des conteneurs. Vous allez le voir tout à l'heure en live pour le coup. Sur la partie create, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous allez au-delà de la partie autocomplétion. Donc, vous pouvez juste commenter, comme vous voyez là, function for square a number. Et donc, Amazon Q prend la main et génère en fait le contenu. Il rajoute en fait les paramètres pour la documentation du code. Il y avait une question peut-être? Non, pas de question pour le moment. Tu peux continuer. OK. Et donc voilà ce qu'il a généré. Donc on verra aussi tout à l'heure avec un exemple que je vais faire. Et sur la partie feature development, ça c'est super intéressant. C'est-à-dire on sort. Je ne sais pas si vous voyez l'approche. Donc on avait commencé par l'autocomplétion. C'est-à-dire vous avez une classe en Java, en C# ou quel que soit le langage. Hein. Lorsque vous faites point, vous avez l'autocomplétion, vous choisissez la méthode, vous choisissez le paramètre ou l'attribut que vous souhaitez. Avec des choses comme Code Whisperer intégré dans Amazon Q, vous pouvez générer le contenu des fonctions. Et maintenant, on peut aller one step further, un peu plus loin, où on peut générer complètement une application avec une API, avec une Lambda qui est écrit dans du DynamoDB. Vous allez le voir aussi tout à l'heure. Hein. C'est super intéressant. C'est un réel accélérateur. Ou si vous souhaitez, vous pouvez refactorer votre code, comme vous voyez là dans ce prompt. Donc
en fait, le prompt, c'est la question qu'on pose au modèle d'IA générative, en fait. Donc, on peut accélérer de bout en bout. On ne fait plus que générer fonction par fonction, mais toute une application, comme vous le verrez tout à l'heure. Sur la partie test, Amazon Q peut aussi permettre en fait de voir le contenu de votre code et vous suggérer des améliorations en termes de sécurité en fait. Donc par exemple, pour vous dire au lieu d'utiliser en fait des choses comme username, password, bien sûr c'est une erreur assez évidente, hein. Mais il permet de cacher ce genre de choses et vous dit typiquement que il faut jamais hard-coder des mots de passe. Il faut utiliser peut-être des variables d'environnement ou bien stocker ces mots de passe dans des choses comme Secret Manager sur AWS pour les protéger et les stocker de façon sécurisée. Donc, il permet de remédier donc en proposant en fait des solutions. Il y a des questions, enfin, c'est la même question, Mohamedou, et c'est intéressant d'y répondre. Yes. Alors, je regarde. En termes d'usage, en quoi Amazon Q se différencie de GitHub Copilot? Oui, c'est vrai, je n'ai jamais utilisé Copilot en tant que tel. Il y a donc des feedbacks que j'ai eu en fait de certains clients. Effectivement, c'est un accélérateur aussi, hein, tout comme GitHub Copilot. Peut-être la réelle différence ici que je pourrais dire lorsque je réfléchis, c'est le fait que Amazon Q connaît très bien AWS en fait, inside out. Donc, il est vraiment spécialisé sur les services AWS et est capable donc de les mettre ensemble pour construire une architecture complète sur AWS aussi. Il est capable de générer du code CDK, par exemple, aussi, de façon intéressante. Mais oui, de prime abord, c'est le même objectif final. OK, et sur la partie operate, donc là aussi c'est un exemple. Donc imaginez vous exécutez une fonction et qu'il y a un problème sur la fonction. Donc vous pouvez demander à Amazon Q de troubleshooter, donc de vous aider à faire le diagnostic de la fonction directement dans la console AWS. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Amazon Q va récupérer en fait le contenu de l'erreur, va le parser, le comprendre et donc le rendre en fait lisible pour le développeur lambda. Au lieu de vous laisser en fait que vous preniez du temps pour aller voir les logs, chercher dans les logs ce qui se passe. Donc il peut très rapidement vous donner en fait une analyse de l'erreur et vous lui demandez en fait de vous aider à résoudre cette erreur et il vous propose en fait des solutions. Donc typiquement là, il y a un rôle IAM qui manque sur une fonction lambda et donc il vous suggère de créer cette policy et de rajouter en fait sur ce rôle que vous voyez là-dedans. Donc ça peut être aussi un réel accélérateur lorsqu'il s'agit de faire du troubleshooting. Et oui, Amazon Q donne aussi des conseils d'architecture, je le confirme, Amadou. Et sur la partie maintenance et modernisation du code, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé en fait le code base d'Amazon. On développe aussi beaucoup en Java, hein, avec les bonnes pratiques de développement sur les codes les plus à jour, sur les frameworks les plus à jour également. Donc, on a utilisé nos propres codes sources, buildé, testé. On a appliqué en fait la knowledge base qu'on a créée et qui a permis donc de partir de ce code Java 8 pour générer du code en Java 17 par exemple. Et c'est là en fait que la GenAI peut être super intéressante pour fixer des erreurs, c'est-à-dire résoudre des erreurs de code. C'est lui qui a fait la transformation ou la modernisation du code, c'est que ce ne sont pas des choses faciles. Il y a des fonctions qui disparaissent d'une version à l'autre, il y a des façons d'appliquer qui changent d'une façon à l'autre et d'un framework à l'autre. Donc c'est pas simple en fait.
quels sont les langages de programmation supportés par Amazon Q? Plusieurs langages, je n'ai pas la liste exhaustive, mais les usual suspects sont là-dedans. Donc, du Java, du C Sharp, du TypeScript, Node.js, Python, bien évidemment. Je pense qu'il y a aussi du Rust qui est supporté. Donc, et on continue en fait de rajouter de plus en plus de langages en fait. Et donc voilà, avec ce pattern, maintenant on est capable en fait de repliquer en fait cette approche sur plusieurs types de codes qui sont plus à jour en fait. Et donc un exemple comme vous le voyez, donc là pour ceux qui ont fait du Java, on revoit donc le POM XML, on retrouve en fait toutes les dépendances et donc jusqu'au niveau des dépendances. Amazon Q permet de les changer aussi avec de nouvelles versions des dépendances. Donc, il ne fait pas que la partie entre guillemets superficielle du code, mais ce qui est aussi sous le capot en termes de dépendance en fait, et permet donc d'automatiser ce process en end-to-end. Oui, alors il faut voir en fait Amazon Q comme le LLM qui a des, en fait c'est une sorte d'intelligence en fait. Et le Code Whisperer s'appuie sur Amazon Q pour générer une partie du code directement dans votre éditeur, c'est-à-dire dans le fichier dans lequel vous êtes en train de développer. Donc, ce qui est généré, en fait, s'appuie sur Amazon Q. Donc voilà, on a un moteur qui est central et donc on a plusieurs use cases qui sont déployés, qui partent de ce moteur central pour faire des choses différentes. Donc c'est pour ça qu'on parle de Amazon Q for Business par exemple, ou Amazon Q for Developers, Amazon Q for QuickSight. Donc voilà, il y a un moteur central et plusieurs use cases au-dessus. C'est ça la différence fondamentale. Et Amazon Q permet aussi, Amazon Q for Developers, comme je l'ai montré, d'aller un peu plus loin que ce que Code Whisperer fait, qui est limité, entre guillemets limité, hein, qui génère en fait le contenu des fonctions. Amazon Q peut générer toute une application. Donc voilà. Et ensuite, donc on a appliqué le modèle que je vous ai montré tout à l'heure chez Amazon typiquement. On a pu transformer en fait 1000 applications Java en 2 jours, ce qui fait à peu près 10 minutes en moyenne pour la transformation de chaque application. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant. Oui, il y a un plugin pour les IDE. Donc, vous pouvez regarder. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. OK. Donc, en résumé, il y a des use cases qui sont très centrales, des use cases importants, fondamentaux pour Amazon Q. Donc, le fait de réduire la dette technique, pour le coup, et à l'échelle. On peut réduire la dette technique sur un ou deux fichiers, mais quand vous avez plusieurs milliers de lignes de code à transformer, tout de suite à l'échelle, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils comme Amazon Q qui vous aident à faire ce genre de choses. La productivité du développeur, donc inline code recommendation, le fait d'expliquer aussi du code, le fait de générer, de troubleshooter, d'écrire des tests unitaires, ou le fait aussi d'améliorer en fait la qualité du code source qu'on produit. Donc tout de suite, je vais aller sur. Vous voyez toujours mon écran? Yes, on voit toujours son écran. Okay, super. Donc, je vais me connecter en fait sur mon interface AWS. Je vous montrerai en fait deux choses parce que on travaille aussi avec Claude 3. Donc, je vous montrerai à la fois Amazon Q et aussi Claude 3 qui permet en fait de faire de la génération de code également. Hop. Donc voilà, le premier élément que vous retrouvez là à votre droite pour le coup, c'est Amazon Q. Donc là, vous l'avez directement sur votre interface.
et vous pouvez lui poser des questions. La seule limitation aujourd'hui, en tout cas pour Amazon Q, c'est le fait qu'il ne supporte que l'anglais pour l'instant. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, d'autres langages, d'autres langues viendront très rapidement par la suite. Ce n'est pas la chose la plus compliquée actuellement. Donc, on peut lui poser quelques questions. Hein. Par exemple, si je veux en fait migrer mes data, my data lake from on-prem to AWS. How can I proceed? Donc là, je lui donne une simple question. Donc, je reste volontairement large en fait, parce que je le disais tout à l'heure, Amazon Q donne des conseils d'architecture. Et quand on est solutions architecte, désolé, je n'ai pas rappelé effectivement notre rôle. Notre rôle, c'est en tant que solutions architecte, c'est d'aider les clients en comprenant leurs challenges, comprenant ce qu'ils veulent accomplir, comment ils veulent se transformer et les aider à faire cette transformation en utilisant le cloud AWS. Donc, on est très souvent dans des situations où on a une problématique client et on doit penser la solution en termes d'architecture. Et donc, avec un outil comme Amazon Q, moi, personnellement, ça a changé la façon avec laquelle je travaille avec des clients aujourd'hui. Donc, je n'ai plus besoin de prendre du temps, d'aller regarder dans tous les détails en fait de la question avant de répondre au client. Mais je peux très rapidement poser la question à Amazon Q qui me donne en fait étape par étape, identifier les requirements des data lake et déterminer quel type de service. Donc, il me propose des services et une fois que l'architecture est prête, il me propose en fait quelques services aussi pour déplacer la donnée comme AWS Data Sync ou du Snowball. Snowball, c'est intéressant quand on a de gros volumes de données. Ou lorsqu'il s'agit en fait de certains data de type base de données, il peut aussi proposer des choses comme DMS, donc Database Migration Services, qu'on peut coupler à des choses comme Schema Converter Tool pour changer en fait les schémas des bases de données. Donc c'est vraiment détaillé. On a des citations, des références, pardon, qui permet d'aller voir un peu plus en détail en fait ce que Amazon Q dit. C'est pour aussi lui permettre de rester entre guillemets honnête. Ou si je lui dis I want to deploy web application written in TypeScript in JavaScript in AWS. How can I proceed? Et donc, ce que je saisis, ce qu'on appelle le prompt, en fait. Le prompt engineering est très, très, très important. C'est la façon avec laquelle on pose des questions au modèle d'IA générative, en fait. Et il faut être très concis, il faut être clair dans la question. Parfois, quand la question est très complexe, il faut découper, en fait, la question step by step, ou bien juste demander au modèle, en fait, de raisonner étape par étape. Et donc, tout seul, il va comprendre en fait qu'il va identifier l'ensemble des étapes, découper ce qu'il a à faire en plusieurs étapes et puis ressortir en fait chaque étape. Donc, on a plusieurs réponses ici qu'on peut voir et qu'on peut choisir en fonction de notre application. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser on va écrire une petite application web dont j'en discutais avec Amadou. Imaginons que pour les dimanches du cloud, on ait accès à une application web où on peut soumettre nos propres talks, en fait. Et donc, on veut construire aujourd'hui cette application web. Attention, on ne construit pas en fait avec tout le CSS un truc super magique, magnifique. Hein. On va prendre 2 ou 3 fonctions assez clés et on va le construire là en quelques minutes ensemble. Donc avant peut-être d'aller, donc je vais créer un répertoire donc qui s'appelle Dimanche du cloud, du cloud et je vais aller dans ce Dimanche du cloud. Oups, pardon. Code. Et j'ouvre donc mon Visual Studio. Et là, directement, en fait, vous voyez Amazon Q qui est également là-dedans. Donc, on peut
à partir de cette interface, lui poser des questions. Donc, il peut y avoir, je vais donner en fait un exemple de question directement en anglais. Et donc, je vais lui demander en fait de me générer un CDK. Le CDK, c'est le langage en fait qui permet en fait de provisionner de l'infrastructure directement sur AWS. Donc, vous avez CloudFormation qui vous permet d'écrire en fait le contenu de l'infrastructure que vous voulez. Et donc, par derrière, AWS va les traduire en call API. Et pour faire encore beaucoup plus simple, on a donc créé ce qu'on appelle les CDK, qui permet donc d'écrire en fait en TypeScript, par exemple, toute l'infrastructure que vous voulez pour votre application. Donc, imaginez, je veux créer une lambda fonction post, parce qu'on va poster en fait les sessions qu'on veut soumettre au dimanche du cloud. Et je vais donner quelques éléments, session name, le tag, les présenteurs et l'adapt. Et une autre lambda fonction qui permet juste de récupérer l'ensemble de ces fonctions et une table DynamoDB. Donc, c'est une démo live. On verra ce que ça va donner. Il peut y avoir les aléas du direct. Mais voilà à quoi peut ressembler en fait ce CDK. Donc, il nous dit de faire un init CDK. On va le faire, hein, un CDK init TypeScript. Il va donc créer la table DynamoDB qui s'appelle comme ceci, avec une partition. Il va te créer la lambda fonction. Donc, je lui ai demandé des choses particulières. Je lui ai demandé ce que la lambda fonction soit en Python. Donc, il me l'a mis en Python. J'ai demandé à ce que la lambda soit en architecture ARM. C'est pour utiliser, en fait, les processeurs de type Graviton. Et il a aussi rajouté cela. Donc, c'est super intéressant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de créer un petit document, un fichier, d'ailleurs, qui est directement créé avec le CDK init, et donc je peux directement insérer en fait chaque code directement là-dedans. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Et si je veux aller one step forward, donc je vais aller sur Amazon Bedrock et je vais vous montrer en fait à quoi ressemble le Bedrock. Donc là, on a la possibilité de faire plusieurs choses sur Bedrock. Hein. On a les modèles qu'on peut utiliser, les modèles, les foundational models. Donc, c'est les modèles qui sont disponibles et fournis par nos partenaires. Hein. Il y en a une panoplie en fait. Vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Disons pour cette session, disons, je vais prendre le modèle Claude 3. Il y a plusieurs modèles, hein. Il y a Sonnet et Haiku. La différence, c'est que Haiku est beaucoup plus rapide et un peu moins intelligent que Sonnet. Sonnet est moins rapide et beaucoup plus intelligent. Donc, il a plus de paramètres dans sa configuration. Et ici, je vais directement poser la même question. Cette fois-ci, je vais le faire en français. Donc, il y a ce qu'on appelle les systèmes prompt, en fait, lorsqu'on utilise Claude. Vous savez, les large language models sont développés sur la base des données énormes. Donc, imaginons toute la donnée sur Internet. Donc, il peut être assez général. Lorsque le modèle est très intelligent, on n'a pas besoin de lui donner trop d'instructions. Mais il peut y avoir des cas où on a besoin de pinpoint, c'est-à-dire de dire au modèle d'être bon sur un certain nombre de choses. Oui. Est-ce possible de zoomer un peu plus? Super. Donc, je vais masquer ça comme ça. Dans l'audience, vous me dites si c'est bon ou s'il y a besoin. Merci beaucoup, Mohamed. Ok, super. Et donc, je lui dis, en fait, je dis au modèle qu'il est un développeur expérimenté, qu'il a une excellente connaissance sur AWS. Il connaît bien les SDK AWS et les CDK également. Et à chaque code qu'il génère, je lui demande d'associer en fait les commentaires. Et je lui dis de ne répondre à aucune autre question à part les questions de développement logiciel. Donc là, ça permet en fait de fixer un cadre au modèle et là, il va remettre en fait ses paramètres pour être beaucoup plus pertinent lorsqu'il s'agit d'un développement logiciel. Donc, on a plusieurs paramètres ici. Hein. La température, c'est à quel point le modèle est innovant. Donc, lorsqu'on met 0, on lui dit de ne pas être trop innovant. Donc, il va rester
vraiment dans les normes. Donc, les phrases ou les mots qu'il va générer sont les mots qui ont la plus haute probabilité, disons. Et quand on est on lui demande d'être beaucoup plus innovant. Et donc, il peut changer les termes, il peut prendre des termes un peu plus intéressants. Je vais juste changer le maximum length parce que c'est la taille en fait du contenu que je vais demander en fait au modèle de générer. Et donc, par exemple, si je lui dis quelle est la population totale de la Terre, imaginons, donc voilà, ce que le modèle nous dit non, lui, il est un développeur, il ne peut pas répondre à ces questions, mais il est vraiment ouvert si on a des questions de développement logiciel, il pourra le faire pour nous. Parfait, donc je prends le même prompt que j'ai fait tout à l'heure et je lui colle ce prompt en fait. Et donc là, il nous génère en fait toute la stack. Toute la stack. C'est juste formidable en fait. Toute la stack. Et il nous explique ce qu'il a généré. Donc là, il a créé sa table Dynamo, il a créé la fonction lambda avec les mêmes paramètres que j'ai demandé. Il commente, hein. Il le commente, il rajoute en fait les variables d'environnement pour associer la table Dynamo à celle qu'il a créée au-dessus. Il donne les permissions d'écriture. Et pareil, pour la fonction get, il donne les permissions, il associe en fait les variables d'environnement. Je vais partir avec ce code. Je l'utilise volontairement pour rester en français. Hop, et je vais aussi un peu... comment je fais pour... je n'arrive jamais à zoomer, en fait, avec le zoom. Oups. Non. Non, ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez bien le code? On va voir un peu les feedbacks dans le chat. Moi, je vois de loin. Donc, après, ça, c'est moi, j'ai pas mis mes lunettes. Donc, n'hésitez pas si vous voyez pas à le mettre dans le chat. Ok. Donc, je vais le mettre d'un côté et puis de l'autre, juste pour... Bon, moi, je suis sur navigateur, donc je peux zoomer. Ok, super. Et je prends donc tout ce code, hop, et je le mets là-dedans. Donc, quelques indentations à corriger. Et puis, c'est bon. Donc là, j'ai mes deux fonctions lambda. Une fonction qui va faire un post des sessions qu'on va créer. Une autre fonction qui va aller lire le contenu de la table Dynamo et nous renvoyer l'ensemble des sessions. Donc, je vais continuer à lui dire. Donc, vous avez vu, j'ai découpé aussi volontairement le prompt en plusieurs parties. Donc, je ne lui ai pas dit de me créer l'ensemble des applications avec l'API Gateway, avec le code des fonctions lambda. Je le fais pas à pas, c'est pour lui simplifier la tâche. Et donc là, je lui demande de rajouter une API Gateway qui s'appelle Dimanche du Cloud en version V1 et qui a une ressource get qui est connectée à la fonction lambda get session et une ressource post qui est connectée à la fonction lambda post session qu'on a créée tout à l'heure. Donc, il met à jour le code, hein, il rajoute hop, ça arrive, c'est super rapide. Moi, je suis bluffé par Claude 3, en fait. Donc, voilà, il a rajouté, en fait, la partie de l'API Gateway qu'on voit là-dedans. Il a créé les ressources. Et donc là, le premier feedback que je vois qu'il parfois, il a du mal, en fait, à rajouter. En fait, la ressource, il crée juste une seule ressource, hein, qu'il réutilise un peu partout. Mais ça peut parfois poser problème à l'API Gateway. Et donc, c'est une façon de dire en fait que c'est bien d'utiliser une IA générative, mais il faut toujours faire attention, double-checker quand même ce qui est vérifié. Donc, je récupère la partie API Gateway et je mets donc dans mon code. Hop, donc il me dit qu'il manque une API, la partie l'instruction API Gateway, donc je retrouve là-dedans, c'est parce qu'il a aussi updaté, et je colle là-dedans. Donc jusque-là, je n'ai rien écrit en termes de code. Donc c'est lui qui a tout fait à ma place.
Donc ici, je vais quand même rajouter, hein, parce que il y a un petit problème parfois. Il a du mal en fait à rajouter des ressources. Donc vous savez, quand vous rajoutez en fait les méthodes get ou post, il faut les associer à des ressources en fait. Donc je fais pareil ici, add ressources, post. Oups, add méthode. Oh, c'est add proxy que je fais et pas add ressources. Non. Voilà, donc les deux corrections que je fais. Donc là, on a toute notre infrastructure en fait qui va créer la table Dynamo, les deux fonctions lambda, associer les permissions. Il va créer aussi une API Gateway. Donc maintenant, je vais lui demander de m'écrire le contenu des fonctions lambda, parce que je suis un développeur et je suis fainéant. On dit souvent que le développeur va tout faire. En fait, il va prendre, il est tellement fainéant qu'il va prendre du temps pour automatiser les choses de telle sorte qu'il n'a plus à le refaire. Hein. Et je l'ai vécu plusieurs fois. En fait. Il y a beaucoup de développeurs dans l'audience. Donc, je comprends, je suis un développeur, je suis aussi paresseux. Peut-être que, disons que moi, ça s'applique pour moi. Et donc, je lui dis maintenant, écris-moi le contenu des deux fonctions lambda en Python cette fois-ci. Donc, jusque-là, c'est du code TypeScript, en fait, pour la partie CDK. Et je lui dis, ne réécris pas le CDK entièrement, utilise les blocs try-catch et renvoie toute exception générale. Voyons ce qu'il va dire. Donc, voilà, il me génère, en fait, le contenu des deux fonctions. C'est super, super rapide. Super rapide. C'est incroyable. Donc, on a la fonction post-session. Il fait les imports classiques. Hein. Il récupère la table DynamoDB, il te crée une table. Il récupère le body de l'event. Il extrait en fait la partie name tab presenter et les dates. Donc, il y a un petit souci ici. À chaque fois, il préfère prendre en fait le date time now, mais on va le modifier aussi pour prendre en fait la date qui est passée en paramètre. Donc il a son petit try catch. Il n'a pas raise une exception, mais j'imagine que c'est une API, donc il préfère envoyer un code 500 pour le coup. Et pareil pour la partie get session, il scanne sa table, il récupère les items et puis il renvoie tel quel. Donc ce qu'on va faire, on va créer un fichier qui s'appelle post session. Est-ce que je peux continuer? Ouais, voilà. Je crée un fichier qui s'appelle post session. Donc, je vais mettre les fichiers là-dedans. Hop, functions. Et je crée le fichier post session de py. Et je colle là-dedans. Je vais juste rajouter la partie session date. Voilà, donc c'est généré là. Et puis, je mettrai session underscore date ici, qui va récupérer session date. Voilà. OK, donc on a la première fonction qui est définie. Et je vais prendre la deuxième fonction aussi qui est la partie get, pardon, hop. Là, hop. Et je crée un autre fichier, get-sessions.py, et je colle dedans. Donc jusque-là, je n'ai rien fait d'autre. Et lorsqu'on regarde les commentaires, donc il définit bien, et voilà, il nous explique en fait ce qu'il a fait. Et il nous dit oui, les commentaires appropriés à chaque partie du code pour la maintenance future. OK, donc jusque-là, là maintenant, on a fini notre code en fait. En tout cas, la partie API. Il y a juste un petit truc qu'on va modifier, c'est le path to lambda. Donc ici, on va en fait donner le chemin. On va faire import est-ce que étoile, attends. From path. Cool. Et donc là, je vais faire du path de join et je lui donne
le dir name actuel et je dis done functions. Et je ferme la parenthèse. Et hop là, et on ferme. Donc voilà, il va prendre en fait le contenu du code post-fonction, je lui dis, c'est dans fonction. Donc il va aller regarder en fait dans ce répertoire. Et pareil pour la partie get. Bon. Et j'ai fini le code. Bon, est-ce qu'on est optimiste? On essaie de tester. Je synthétise d'abord le CDK. Le fait de synthétiser, en fait, nous dit s'il y a des erreurs ou pas. Donc, jusque-là, il n'y a aucune erreur. Donc, je fais CDK deploy et il va donc déployer l'application directement dans mon compte qui est associé, en fait, à mon IDE, en fait. Donc, il nous dit d'acknowledge ce qu'il va déployer. Je dis yes et il va déployer. Donc, en attendant, je vais faire un cd point, je fais mkdir web app web.dim cloud et on va assez rapidement dim cloud hop, et j'ouvre aussi mon navigateur directement dedans. Oops, create failed cloud session table already exists. Donc ça, c'est les aléas du direct. Donc j'avais une table qui s'appelle déjà cloud session parce que vous imaginez que j'ai bien fait quelques tests aussi. Mais c'est pas grave, on va le laisser rollback et après on va, voilà, il a fini, table name, cloud session, new, ship, et je relance le deploy. OK. Donc, oui, il y avait des questions? Non. Il y avait une question, je ne sais pas si tu veux la prendre tout de suite ou pas, de Mansour. Alors, le temps que ça déploie. Il demandait si pour la plupart des projets legacy, ils n'ont pas de test automatisé. Et tu parlais d'Amazon Q qui permet de faire la migration. Oui, oui. Voilà, donc comment Amazon Q arrive à surmonter automatiser. Ah, ok, super. C'est une excellente question. Je vais, par exemple, prendre, imaginons ce contenu. Là, je vais prendre ce contenu et je vais lui dire generate test for the selected code. Je vais peut-être être un peu plus précis, mais c'est bon, il a compris en fait ce que je voulais faire. En fait, on peut, attends, je vais quand même lui dire generate unit test. Le selected code. Donc, on peut en fait demander à Amazon Q soit d'expliquer en fait le contenu d'un code ou de générer en fait les tests associés, les tests automatisés, les tests unitaires associés ou d'autres types de tests, hein, bien évidemment. Donc là, c'est ce qui est intéressant lorsque là, je vois immédiatement, on a du test en successful parce que il a vu en fait qu'il y a du try, du accept. Donc, pour la couverture de tests, parce que généralement, on exige en fait 80% de couverture de tests unitaires, ça veut dire qu'on doit écrire des codes, des tests qui sont successful et des tests qui permettent de parcourir dans le cas où il y a aussi du accept. Donc, avec Amazon Q, on peut très facilement prendre une fonction, générer du test unitaire associé, et puis voir en fait s'assurer que l'exécution de ces tests marche et puis les réutiliser par la suite pour tester effectivement que la migration du code se passe bien. Donc il faut voir la chose de façon end-to-end en fait. Donc on fait de la migration, on fait de l'écriture du test, on fait de l'exécution des tests et on s'assure de la validité de la migration. Donc voilà, comment Amazon Q peut aider aussi dans ce sens-là. Super. Entre-temps, donc le code a été déployé, donc on peut aller voir effectivement directement là-dedans. API, est-ce qu'on a de l'API Gateway? Est-ce qu'on a de la
de la lambda. Donc, on a l'API Gateway Dimanche du cloud qui vient juste d'être... qui a été créé avec du post et les deux posts et les deux get avec le stage en V1. Donc, on a l'URL ici et la partie get, on a aussi l'URL directement. Donc, imaginons effectivement qu'on puisse, par exemple, directement utiliser ça. Attends, hop, je veux juste voir, m'assurer que, OK, c'est bien l'URL qui a été créée. OK, super, super, super. Parce que là, pour le coup, j'ai un petit doute, mais c'est pas grave. Allons-y. OK, je vais prendre mon Postman. Je vais mettre, je colle donc, hop, pardon, don't save et don't save et je crée ce nouveau lien Postman. Je récupère ceci, cette URL, ou je peux directement récupérer l'URL hein, de l'API Gateway. Hop, je mets là-dedans. Session et je send. Internal server error, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également, on peut rapidement. Ah, attends, est-ce qu'il a déployé en fait dans la bonne région? J'ai un doute, je vais regarder l'autre région pour s'assurer effectivement que Dimanche du cloud, non, c'est pas là. Ah, ok, je comprends, je comprends. Donnez-moi juste une seconde, je vais changer mon. Je vais changer parce que je me suis connecté en fait avec une autre approche. Donc du coup, je ne vois pas forcément les ressources de l'autre compte. C'est les sujets de sécurité chez AWS. La sécurité est hyper importante chez AWS. Donc voilà. Je vais regarder la fonction lambda. Est-ce qu'on a les lambda fonctions Bedrock? Donc, je ne vois pas les fonctions lambda. C'est pas grave, je vais peut-être relancer le déploiement. Ou ce qu'on peut faire aussi, je vais destroy la stack complètement. Je me dis que c'est l'exécution qui est faite là, en fait, qui a fait en sorte que ça ne soit pas complètement créé pour le coup. Et ce qu'on va faire entre-temps, c'est que je vais aussi utiliser en fait la même approche pour créer la partie web en fait. La partie web, je vais la faire rapidement avec également Amazon Bedrock pour le coup. Et je vais utiliser ce qu'on appelle Streamlit. Streamlit permet en fait de générer assez rapidement des applications web directement. Et donc, avec Streamlit, je récupère le même modèle et je lui demande en fait de créer une application, une page web qui s'appelle soumettre une session avec trois champs, les présents, nom, prénom, nom du présentateur, tag, le nom de la session, le présentateur et les tags, une date, une page liste de sessions avec un menu de gauche qui permet donc d'aller vers ces pages-là. Et donc, pareil, donc on voit, c'est très, 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 très rapide. Voilà, il récupère, il génère tout. Il génère tout. C'est juste incroyable. Et je récupère, en fait, pareil, je récupère ce code. Hop, et je mets le code directement dans mon interface web, mon IDE. Et puis, donc, j'ai le contenu. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de modifier l'URL et de m'assurer en fait que tous les tags, ce que j'ai demandé est bien présent. Je vois donc le menu sidebar radio soumettre session. Donc voilà, tout est là en fait. Et je peux aussi demander à Claude comment je fais pour lancer l'application avec Streamlit, par exemple.
Et donc, il va nous expliquer en fait comment il faut faire. Il dit qu'il faut faire un pipistrel Streamlit et il faut lancer en fait streamlit.run app. Donc, c'est exactement ce que je vais faire tout à l'heure. Mais avant cela, je vais redéployer l'ensemble de la stack. J'espère que pour le coup, la stack va marcher. Je vais peut-être changer aussi le nom de la stack pour être sûr que on n'a pas les mêmes les problèmes en fait, les mêmes problèmes. Voilà, je vais mettre new. Super. OK, donc on va faire du CDK deploy et on croise les doigts sans les aléas du direct. Ça nous rassure, ça montre qu'on a toujours besoin d'être quand même. Exactement. Exactement. Moi, c'est ce que je dis aussi aux clients. Hein, l'IA générative n'est pas là pour remplacer en fait les gens. C'est là pour aider les gens à aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, maintenant, moi, quand je veux faire quelque chose, je suis en face d'une tâche, je me pose la question, est-ce que je dois investir du temps pour la faire moi-même ou pas? Est-ce qu'il faut que j'utilise quelque chose d'autre pour faire? Et donc là, pour le coup, c'est là en fait que j'utilise la GenAI pour augmenter ce que je fais très souvent. Je vois qu'il n'a pas aussi aimé parce qu'il n'a pas destroy en fait. Je comprends pas pourquoi il ne déploie pas. C'est parce qu'on n'a pas mentionné les policiers en fait. Parce que dans la création des tables, on peut mentionner en fait des policiers qui permettent de supprimer la table lorsqu'on détruit la stack. Donc, je vais quand même m'assurer, même si le destroy ne marche pas, je vais quand même m'assurer qu'il va tout faire de bout en bout et je vais le déployer. Et entre-temps, je vais quand même exécuter Streamlit run web app. J'espère que Streamlit ne va pas me laisser tomber pour le coup. Bon, c'est sûr que ça va pas marcher parce que l'API, c'est du example.com. Donc, web app.py. Super. OK, donc là, il a rapidement généré en fait une interface web où je peux mettre les noms des sessions, les tags, la date. Et je peux aussi, si je clique sur liste de sessions, afficher en fait la liste de sessions. Mais comme on a vu tout à l'heure, ça ne marchera pas. Hein. Comme on n'a pas complètement déployé le back-end aujourd'hui, donc, mais je vais redéployer le back-end et on va regarder si ça va marcher pour le coup une nouvelle fois. J'espère que oui. Et hop, ça, c'est en train de créer. Et on te rassure, même si ça ne marche pas, je pense qu'on a tous compris le concept. Et ça, c'est le plus important. On voit quand même qu'il y a pas mal de services qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Yes. Après, là, c'est de la technique, c'est de vérifier un petit peu ce qu'on fait. Exactement. C'est vraiment l'approche qui est le plus important ici. Ouais, c'est parce que je ne suis plus le développeur aguerri que j'étais. C'est pour ça que ça ne marche plus là. D'ailleurs, j'en profite si vous avez des questions, parce que voilà, il y a un déploiement qui se fait, et puis si vous avez des questions sur ce que Mohamed a présenté jusque-là, n'hésitez pas. Comme ça, on va aussi commencer à répondre aux questions. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant et on est en train de discuter avec l'équipe. On a un projet qu'on veut développer, on va utiliser ces services-là. Donc, merci Mohamed. Mais je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Et ce que je voulais rajouter, effectivement, les tests que on a générés avec Amazon Q, effectivement, on peut directement aussi les intégrer dans l'application. Hein. Tout comme on teste notre stack applicatif, c'est-à-dire toute l'architecture, on peut tester aussi donc les fonctions qu'on fait. Donc là, il a fini le déploiement et hop, on va repartir pour le coup pour voir. OK, ça me rassure, je vois un 28, dimanche du cloud, j'ai les stages, mon stage en V1 qui existe, super, avec possession, get, je vais prendre ça là, je vais aussi voir si les fonctions lambda ont été créées.
Bon, il n'a pas créé les fonctions lambda. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas créé, mais ok. Ah tiens, je vais regarder quand même comment il a mis les ressources. Il y a une fonction qui s'appelle possession ici. C'est bizarre, je ne la vois pas, mais on retrouve quand même la fonction qui est là. Elle est là, la fonction, en fait. Ça a été déployé, mais c'est bizarre que je ne puisse pas la retrouver directement. Ah, sauf si j'ai mal lu. Ah, bah si, en fait, c'est là. On a possession et get session qui sont là. Donc, les deux sont là. C'est super. J'ai été pessimiste. On va prendre le get encore une fois et je vais le pousser avec notre ami Postman et on va voir ce que ça va donner. Internal server error. Bon. Ah, bah, c'est ça. Décidément, décidément, il veut pas. Et du coup, peut-être que ça peut me permettre de vous montrer en fait une autre fonction avec Amazon Q. Donc, imaginons là pour le coup ça ne marche pas et je veux savoir en fait justement pourquoi ça ne marche pas. J'exécute la fonction unable to import module index, so no module name index. OK. Ça, c'est super intéressant. Donc, du coup, je peux faire un troubleshooting avec Amazon Q et je pense savoir pourquoi ça ne marche pas, en fait. C'est une bonne chose. OK, the Lambda code is missing a file or module name index that the function requires. When Lambda attempt to run the function, it enable. OK. Ça, c'est intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est dans la configuration de la Lambda. Dans la configuration de la Lambda, en fait, il y a une fonction, il faut expliquer en fait à la Lambda qu'il faut récupérer ce fichier ou ce fichier et le handler, en fait. Donc, c'est cette partie-là qui manque. Je vais voir si je peux directement modifier la fonction ici. Donc, c'est pas sur cette partie-là. Amadou, tu me dis hein, si je sais qu'on a passé le temps. On a passé le temps, c'est vachement intéressant. On va juste prendre peut-être encore 7-8 minutes pour clôturer et prendre des questions. Mais voilà, je pense qu'on s'ennuie pas et il y a encore beaucoup de monde qui te suit. OK, donc je vais changer, en fait, c'est là le problème est ici. Donc, il essaie de chercher un fichier qui s'appelle index, il ne trouve pas. En fait, le fichier s'appelle possession. Donc, il ne s'appelle pas index. Hein, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, du coup, pour cette lambda fonction, je vais mettre plutôt post underscore session. Je save. Et ça sera pareil aussi pour le get. Donc, pour le get, je pense que j'ai fait une. Attends, ok, c'est get session, super, parfait, il n'y a pas de souci. Je vais mettre get session, get underscore sessions. Et on est bon. Donc, du coup, il va chercher le fichier qui s'appelle get session et il va exécuter le handler. Alors, si je fais le nouveau test, comment ça va se passer? Et l'exécution s'est bien passée. Et donc, pareil sur le Postman, si je lance, et donc on a une liste qui est vide. Et qu'est-ce qui va se passer si je vais sur... Ah oui, là, il faut que je change l'URL. Mais c'est rassurant, ça marche pour le coup. Et je vais faire pareil pour la partie possession. Je vais éditer le handler. Ça, c'est aussi de ma faute, hein, parce que je n'ai pas vérifié avant. Et donc, ça confirme en fait ce que Amadou disait. Il est important de vérifier toujours le code qu'on génère. Je vais prendre cette URL. Je vais retourner dans le Streamlit et sur la partie post, je vais mettre sur la partie post, je vais bien mettre l'URL pour le coup.
Hop, donc API URL là-dedans. Super. Donc, on a la partie post qui va aller envoyer du post dans la base de données et la partie get qui est ici, qui va faire plutôt une récupération de session. Donc, j'arrête et on relance l'application web. On regarde la liste des sessions. Pour l'instant, il y a 0 session. Si j'essaie de soumettre la session, je vais mettre Scale Your Serverless Application qui sera créé par délivré par notre ami Amadou Merico avec quelques tags la semaine prochaine, le dimanche 5. Est-ce que ça va marcher? La session a été soumise avec succès. Donc, le post a marché et on retrouve pour le coup notre session là-dedans. Donc, en quelques minutes, on a pu faire une interface web qui est un peu moche, je vous l'accorde. On a pu déployer donc une API Gateway avec en stage V1 avec des ressources en post et get. Et voilà. Et on a créé cette application lambda, cette fonction lambda. On a créé une base de données Dynamo qu'on retrouve également directement là-dedans, Cloud New Session Today. On peut explorer la table et on va retrouver donc la session que je viens juste de créer. Donc, j'ai écrit quoi, à peine 5% du code. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Désolé de ce contretemps, j'ai manqué de vigilance. C'était super, on a appris beaucoup de choses. Posez des questions dans le chat et surtout faites des claps parce que c'était une session de qualité. En plus, débugger devant 60 personnes en live, voilà, je pense que vous êtes tous bien placés pour savoir que c'est pas facile. Et à la fin, on a quelque chose qui marche. Donc, des claps pour toi, Mohamedou. Tu n'as pas écrit beaucoup de code, tu as posé beaucoup de questions. Exactement. Il y a une question d'ailleurs de Ali Outal qui demande si c'est un service gratuit. Donc, il y a Q, il y a Amazon Q, Amazon Bedrock. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tu peux répondre? Ouais. Ouais. Alors, Amazon Q pour l'instant est en preview. Donc, la preview, vous pouvez l'utiliser gratuitement jusqu'à ce qu'elle passe en GA. Et la partie cloud sur Amazon Bedrock, donc Bedrock est le service et Cloud est le langage, le LLM. Et il est donc facturé par ce qu'on appelle les tokens. Donc, on a des tokens, en fait, c'est quand vous avez une phrase, le modèle découpe la phrase en tokens. Et donc, en fonction du nombre de tokens que vous passez en entrée et du nombre de tokens que le modèle vous renvoie, vous êtes facturé par rapport à ce nombre, en fait. Et vous l'avez, en fait, sur la page Bedrock aussi. Donc là, c'est par large language model, donc c'est par modèle, hein, et c'est fixé aussi entre Amazon et AWS et les fournisseurs de modèles. Donc, il y a deux approches, hein, il y a plusieurs approches en fait, mais la façon avec laquelle on consomme, donc c'est du on-demand, donc vous payez à l'utilisation, ou vous faites des batchs, donc vous exécutez sur plusieurs fichiers, ou vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du provision throughput. Donc, si vous avez un use case où vous savez à l'avance comment ça va se passer en production, donc vous pouvez réserver en fait de la capacité directement chez AWS. Et lorsque je prends par exemple Claude 3 Haiku, donc c'est 0,00025 par 1000 input tokens et on a la sortie en fait par output token. Donc ça veut dire en fait que vous payez 25 cents par le million d'input tokens et $1.25 par le million d'output tokens. Donc voilà. Awesome. Merci beaucoup à Mohamedou. Et d'ailleurs, il y a une session à la journée du cloud de Lydia qu'on va annoncer demain, qui va parler de comment naviguer dans l'écosystème Generative AI. Je pense qu'elle va revenir sur tous ces aspects-là. Très belle session. Moi, j'ai peut-être juste une question, une remarque, et on va voir s'il y a d'autres questions. Comment on fait pour poser les bonnes questions? Parce que
on voit quand même que pour avoir les bonnes réponses, il faut savoir poser les bonnes questions. Est-ce que tu as des conseils sur cette partie-là? Oui. Donc c'est la discipline qu'on appelle le prompt engineering. En fait, là, ça dépend des modèles. Mais si je prends le cas d'Anthropic qui peut aussi s'appliquer à plusieurs autres modèles, il y a quelques guidelines qu'on retrouve ici. Donc, il faut être clair et direct sur ce qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça que j'avais mis, en fait, dans le modèle, je lui ai donné des instructions claires. Je lui ai dit, tu es un développeur et tu ne réponds à aucune autre question à part les questions de développement logiciel. Donc, ça lui permet d'être, en fait, de réduire, en fait, d'être moins générique et plus spécifique sur la tâche qu'on lui demande de faire. Donc, vous pouvez donner quelques exemples, ce qu'on appelle des shots. Donc, vous pouvez faire du few shot. Donc, vous lui dites, par exemple, là, je vais te donner quelques quotes et extrait, en fait, l'auteur du livre. Et donc, vous lui donnez un exemple et vous lui donnez la réponse. Et après, il va s'appuyer sur l'exemple pour répondre tout seul. Donc, vous pouvez lui donner le rôle, c'est ce que j'avais donné comme rôle. Utiliser des tags pour qu'il soit beaucoup plus précis aussi dans sa compréhension. Les chain prompts, c'est le fait de découper plusieurs tâches. C'est pour ça que je n'ai pas généré toute l'application en une fois, mais on aurait pu, je ne pense pas que ce soit très compliqué, donc je les break down en plusieurs sous-tâches pour que ce soit plus simple pour le modèle. En fait. Donc, vous pouvez voir par type de modèle quelles sont les explications pour être plus précis en termes de prompt. Et c'est pour ça que je reviens sur the hottest new programming language is English ou French. Donc, pour le coup, il faut vraiment savoir comment poser la question en français ou en anglais. Awesome. La session, elle est enregistrée, donc comme on l'a dit au début, donc vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Mohamedou, si tu as des ressources à partager, on pourra les partager dans la communauté WhatsApp. C'était une très belle session, donc tu as des bravos, belles praises. Je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres questions. N'hésitez pas à rajouter Mohamedou sur LinkedIn. Oui. N'hésitez pas. Tu voulais dire quelque chose, excuse-moi, vas-y. Non, je confirmais ce que tu avais dit. Bon, ça va, je dis pas trop de bêtises, donc n'hésitez pas à le rajouter, n'hésitez pas à nous suivre. Dans 3 dimanches, on va parler toujours de cloud, on va parler de DevOps. Donc voilà, comment aller dans le métier de DevOps. On sait que beaucoup de gens sont intéressés par le sujet également. En tout cas, moi, j'ai eu une très belle session aujourd'hui. Vous étiez beaucoup à être là, jusque tard, donc ça, c'est super. Merci beaucoup d'être là. Et rendez-vous dans 3 semaines. N'oubliez pas de vous inscrire à la journée du cloud. C'est très important. Partagez autour de vous. Il y aura encore Mohamedou à la journée du cloud qui va parler d'innovation à Amazon. Un super sujet. Et il n'y aura pas de code. Il n'y aura pas de code cette fois-ci. Et merci à vous. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin à Mohamedou avant qu'on clôture ce meeting. Le mot de la fin, franchement, merci Amadou de m'avoir convié. C'est un immense plaisir et un honneur d'être là à cette session de give back à la mère patrie. Donc, j'ai passé un excellent moment. J'ai redécouvert d'autres choses aussi et j'espère qu'on se reverra et que vous avez aussi appris. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, rajoutez-moi sur LinkedIn, on pourra discuter en aparté. Awesome. Je pense qu'ils vont te rajouter sur LinkedIn. Merci beaucoup, Mohamedou. Merci. Il y a Alassane qui a raised a hand. Alors oui, parfois, effectivement, je ne sais pas si c'est une question ou pas, mais parfois on a des gens qui réagissent, mais voilà, qui raise the hand. Mais voilà, c'est des réactions en fait, pour le coup. Voilà, issue with Google Meet. On s'en parle. Merci beaucoup à vous, où que vous soyez. Belle fin de journée, bonne soirée, bon appétit. À très très bientôt. Voilà, dans 3 semaines au pire sur les dimanches du cloud. Merci beaucoup à vous. Merci Mohamedou. À très bientôt. Merci.